à tous. Eh bien, merci beaucoup à l'Alliance effectivement d'accueillir cette table ronde que je qualifierais d'exception. Sur le thème de la régulation du numérique. Alors, peut-être un petit point d'introduction ou de présentation, même si la plupart d'entre vous connaissent les personnalités qui sont présentes ici. Donc, Marie-Laure Denis, vous êtes présidente de la CNIL, vous êtes conseiller d'État, vous avez été membre du CSA, de feu le CSA, puis membre de l'ARCEP. Donc aujourd'hui, vous dirigez la CNIL et pour 5 ans encore. Ça, c'est le Parlement qui en dit. Benoît Queuret, donc vous êtes président de l'Autorité française de la concurrence. Vous êtes polytechnicien. Vous avez, au cours de votre carrière, passé pas mal de temps au Trésor. Puis, vous avez été membre du directoire de la Banque centrale européenne, notamment. Et aujourd'hui, donc, vous dirigez l'Autorité française de la concurrence que, évidemment, je ne présente pas. Laure de la Raudière, vous êtes présidente de l'ARCEP. Alors, vous avez la particularité dans ce panel d'être issue du monde de l'entreprise, initialement. Donc vous avez passé un certain temps chez France Télécom Orange, vous avez dirigé des entreprises, vous avez été associé même d'une start-up qui était active dans le data mining. Donc vous êtes très au fait des sujets numériques avant d'avoir embrassé une carrière d'élu. En tant que député, puis d'élu local, et avoir réalisé à cette occasion un certain nombre de rapports d'information, notamment sur les sujets numériques. Et donc, Roch-Olivier Mestre, vous êtes le président de l'ARCOM. Vous avez une carrière que je vais me contenter de synthétiser très rapidement, mais il y aurait beaucoup à dire. Donc, vous êtes énarque, vous avez eu des fonctions successives dans les ministères, les collectivités locales. Vous avez donc un parcours, je dirais, assez complet dans l'administration. Et aujourd'hui, vous présidez donc l'ARCOM, qui est le fruit de la fusion, pour ceux qui ne le savent pas, entre le CSA et Adopi. Voilà. Donc vous avez devant vous, je dirais, 4 personnalités qui représentent 4 autorités qui sont structurantes, qui sont devenues structurantes dans la régulation du numérique en France. Certains auront pris la liberté de qualifier cette équipe d'équipe de France des régulateurs numériques. C'est bien cela dont nous parlons et chacun va pouvoir nous expliquer le rôle qu'il a à la fois dans l'action que vous avez menée chacun dans vos autorités respectives par le passé, la manière dont vous comprenez votre rôle, vous envisagez votre rôle aujourd'hui et pour faire face aux défis à venir ou qui se présentent déjà aujourd'hui et qui vont présenter des enjeux importants à l'avenir. On va structurer la table ronde en 3 temps, si vous le voulez bien. Un premier temps de bilan des activités, je dirais, de vos autorités respectives, qui ont tout hérité finalement de compétences traditionnelles qu'elles ont dû adapter aux enjeux du numérique. C'est de cette adaptation dont nous voulons vous entendre parler aujourd'hui dans cette première partie. Et pour commencer, je vais me tourner vers Laure de la Raudière, donc présidente de l'ARCEP, je le rappelle. Donc l'ARCEP qui historiquement est l'autorité de régulation des télécoms et qui a en quelque sorte pivoté en 2015 vers des compétences et un rôle sur les infrastructures numériques. On dirait, on entend régulièrement l'idée selon laquelle le device est devenu le browser, pour parler français correctement. Donc voilà, Laure de la Raudière, pouvez-vous nous donner votre regard sur ce pivotage ? Merci beaucoup de nous avoir tous invités à cette table ronde et bonjour à tous. Vous l'avez dit, le cœur historique de l'ARCEP, c'est l'ouverture du marché des télécoms. En fait, on est un régulateur technico-économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pose des règles ex-ante sur un marché pour le faire fonctionner mieux. Et les objectifs, en l'occurrence, c'était d'ouvrir le marché des télécoms, de le libéraliser. On a posé des règles de droit d'accès, d'interopérabilité, de portabilité, notamment sur ce marché, en veillant aussi à concilier l'objectif de développement de la concurrence avec un objectif de politique publique majeur qui est
l'aménagement numérique du territoire pour veiller à ce que partout en France et pour tous, il y ait un accès à Internet fixe et mobile de qualité. Et c'est vrai qu'en 2015-2016, il y a eu un élément nouveau dans notre panorama, c'est le règlement de l'Internet ouvert. Ce règlement pose comme principe ou sacralise en fait la liberté de choix de l'utilisateur d'accéder en fait à tout le contenu qu'il veut sur Internet. Et très rapidement, on s'est aperçu que dans notre monde du numérique, certains acteurs bridaient l'accès et réfréner en fait cette liberté de choix d'accès à l'ensemble de l'Internet. On a publié notamment une étude en 2018 sur le fait que les terminaux, que ce soit des Apple ou des ou des Samsung ou d'autres marques, bridaient l'accès à certaines applications et sont un maillon faible de l'Internet ouvert. Et progressivement, on a continué nos travaux sur ce sujet-là. En amont des discussions européennes sur le Digital Market Act. On a contribué, l'ARCEP a contribué au Digital Market Act au travers des travaux du BERECT. Et en fait, c'est dans notre ADN de regarder en fait l'impact de ces géants de l'Internet aussi sur le fonctionnement de nos marchés. Vous nous avez posé une question quand même sur comment on se coordonne et comment on rend des avis entre nous. Je vais donner quelques exemples. Mon collègue ici, qui préside l'autorité de la concurrence, a rendu récemment un avis sur notre analyse de marché du haut et très haut débit, qui est extrêmement important et fondateur de la régulation sur le marché des télécoms. Et puis, nous-mêmes, nous avons rendu un avis sur le projet de fusion de TF1 et M6 à l'autorité de la concurrence il y a quelque temps. Donc, c'est des travaux comme ça. On se consulte, au-delà des échanges informels qu'on peut avoir avec nous, bien évidemment, sur certains sujets, on se consulte aussi par des processus d'avis croisés concernant nos actions de régulation. On a aussi avec l'ARCOM un pôle de travail en commun et on publie chaque année ensemble un référentiel des usages du numérique en France. Et on a des travaux aussi en commun avec l'ARCOM et l'ADEME sur l'impact environnemental du numérique. Récemment, et je crois que c'est encore en consultation publique, on a mis en consultation publique un référentiel d'éco-conception des services numériques auquel aussi a contribué la CNIL et la direction du numérique. Donc c'est pour vous dire qu'on a des flux de travaux ensemble, bien évidemment, pour coordonner nos travaux sur le numérique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Roch-Olivier Mestre, donc président de l'ARCOM. Donc, l'ARCOM, c'est le fruit de la fusion CSA-Adopi. L'ARCOM a un rôle à part dans le paysage des régulateurs numériques. Vous avez hérité de ses compétences dans l'audiovisuel, mais aujourd'hui, vous avez des compétences beaucoup plus larges, centrées sur la responsabilisation des plateformes, ce qui est un sujet excessivement important, évidemment, pour l'auditoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager, en effet, des éléments sur la spécificité de l'ARCOM, de son rôle et effectivement des coopérations que vous pouvez avoir entre vous avec les autres autorités. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors l'ARCOM, c'est l'exemple d'une autorité qui a connu une mutation très spectaculaire à l'instar du secteur dont elle a la charge. Comme chacun le sait, la régulation audiovisuelle en France a vu le jour assez tardivement par rapport à d'autres pays, simplement au début des années 80. Dans ces années-là, on l'a oublié, c'était l'État qui avait le monopole de la télévision et de la radio dans notre pays. Et notre paysage s'est ouvert dans ces années-là, avec l'émergence de quelques acteurs privés. Il a fallu une autorité, bien évidemment, pour organiser l'ensemble de ce paysage. Et c'est une autorité qui n'a cessé de s'adapter aux évolutions du paysage, l'apparition du câble, du satellite, de la télévision numérique terrestre. Et pour elle, ces dernières années, il y avait un enjeu, je dirais, de survie essentiel au regard de la révolution numérique, c'était d'épouser son temps et son époque, parce que cette révolution, elle impacte bien évidemment très lourdement les acteurs du numérique, les acteurs de l'audiovisuel, pardon,
avec des usages qui se transforment, des acteurs nouveaux dans notre paysage, des modes de distribution des contenus qui ne sont plus du tout les mêmes, et puis bien évidemment dans le fonctionnement de notre société, des acteurs qui pèsent très lourdement, je pense aux grands acteurs de l'Internet, pour lesquels il était essentiel d'imaginer et d'inventer un modèle de régulation. Et donc la période dans laquelle on est, passionnante pour l'institution, c'est cette période de transformation, de mutation, c'est le sens de la création de cette autorité, dont l'évolution, une fois encore, concerne à la fois les médias traditionnels et les nouveaux acteurs. Donc on est dans une période où on est en phase de déploiement de ce nouveau règlement européen sur les services numériques, sur lesquels on va probablement dire un peu plus de mots tout à l'heure, donc ce fameux DSA, pour lequel l'ARCOM va jouer un rôle important. Donc il y a un texte de loi qui est en cours d'examen par le Parlement, qui sera promulgué vraisemblablement premier trimestre de l'année prochaine, disons, et qui désignera donc l'ARCOM comme autorité nationale de coordination en liaison avec la CNIL et l'autorité de la concurrence pour la mise en œuvre de la gouvernance de ce nouveau règlement. Donc c'est une période vraiment de transformation où nos interlocuteurs restent TF1, M6, Canal+, le service public, mais aussi dorénavant les grandes plateformes de streaming qui font partie de notre paysage, donc Netflix, Disney, Amazon, Apple et les autres, et puis bien évidemment les grands acteurs du numérique. Et c'est une autorité dont la dimension internationale s'est considérablement développée, puisque notre vie quotidienne maintenant se passe beaucoup avec nos homologues européens, se passe beaucoup avec la Commission européenne, avec des équipes des entreprises numériques qui viennent de l'étranger, qui viennent nous rendre visite maintenant quotidiennement, et beaucoup l'interrégulation. Je souscris tout à fait. On aurait pu être tous les quatre sur le canapé, parce qu'en réalité, on vit ensemble quasi quotidiennement. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans qu'on échange ensemble. Avec l'autorité de la concurrence, alors c'est quasi quotidien, mon cher Benoît. L'actualité ne manque pas. On a évoqué TF1, M6, on aurait pu parler de l'achat d'OCS par Canal+, avec une opération qui est en cours, les droits du football, enfin j'en passe et des meilleurs. Avec l'ARCEP, on a une convention commune, un service commun, Laure l'a très bien évoqué, et avec la CNIL, de même, on a énormément de sujets d'intérêt commun, puisque dans l'économie du numérique, la donnée est un élément central, et la protection de la donnée est bien évidemment très, très importante. Donc voilà, une autorité qui est aujourd'hui dans une nouvelle page de son histoire, et qui est engagée dans une nouvelle frontière, qui est celle de cette régulation des grands acteurs du numérique. Merci beaucoup. Vous me permettez une transition absolument idéale. Marie-Laure Denis, donc présidente de la CNIL. Alors, on ne vous présente plus. Néanmoins, je vais me permettre de rappeler qu'effectivement, la CNIL, après le RGPD, parce que le droit de la privacy n'existe pas que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, est devenu tout à fait central. Ses compétences et le sujet, en tout cas, irrigue en effet toutes les strates de l'économie, et évidemment les acteurs ici présents vous connaissent un petit peu. Marie-Laure Denis, après 5 années de mise en pratique du RGPD, quelle est votre perception de ce texte, de sa mise en œuvre, de ses éventuelles évolutions possibles, et quelle perspective plus spécifiquement pour la salle voyez-vous sur le secteur de la publicité en ligne notamment ? Merci beaucoup, Maître, et merci à l'Alliance Digitale pour son invitation. Je suis très heureuse de dialoguer par votre intermédiaire à nouveau, même si on dialogue souvent, comme ça a été rappelé, avec mes collègues. Donc effectivement, depuis 5 ans, je pense que si je devais synthétiser les principales évolutions qu'a connues la CNIL, je dirais qu'on était très connu, on était connu comme étant le gendarme de la protection des données. Je pense qu'on a essayé vraiment de faire évoluer une dimension de la CNIL à laquelle moi je suis très attachée, les équipes aussi, c'est l'accompagnement en fait. Et non seulement au travers des têtes de réseau, comme on dit, des centaines de têtes de réseau avec lesquelles on a des interactions pour échanger sur les pratiques, pour délivrer des conseils quand on nous en demande, mais également en adoptant pas mal d'instruments, comme on dirait dans le jargon un peu juridique, de droit souple, c'est-à-dire des recommandations
pour diffuser les bonnes pratiques, donner de la prévisibilité aux acteurs économiques, de la sécurité juridique. Et on l'a fait ces dernières années avec une méthode qui avait vraiment pour objectif d'associer les parties prenantes, avec le marketing digital le sait bien, de la concertation, alors parfois animée, mais c'est très important qu'on puisse entendre tous les points de vue, des textes qui étaient mis en consultation publique pour tenir le plus grand compte autant que possible des observations qui nous étaient faites, et puis après, quand c'était nécessaire, un temps d'adaptation et avant une campagne de contrôle pour vérifier la mise en conformité des acteurs. C'est vraiment le plan que pendant 2 ans, on a déployé sur les cookies, avec, je salue l'effort qui a été fait par le secteur du marketing digital notamment, pour se mettre en conformité avec la nécessité de pouvoir refuser aussi facilement, aussi simplement les cookies dès le premier écran que de les accepter comme c'était le plus souvent proposé avant. Et ce qu'on a fait sur les cookies, on le fait aussi maintenant, en tout cas c'est notre ambition, sur le secteur des applications mobiles pour lesquelles nous avons produit là aussi un document assez étoffé, on me l'a fait remarquer, peut-être trop étoffé pour certains, qui est aujourd'hui soumis à consultation publique, et tout ça d'ailleurs en interaction avec l'autorité de la concurrence auprès de laquelle nous avons sollicité un avis dont on tiendra le plus grand compte, et ce n'est pas qu'une formule diplomatique, on en parlait juste avant cette table ronde. Et puis par ailleurs, moi, je pense qu'il faut vraiment que la CNIL intègre encore davantage qu'elle ne l'a fait auparavant les aspects économiques, qu'elle se dote des moyens vraiment d'appréhender les secteurs qu'elle prétend réguler, même si elle n'a pas du tout le monopole naturellement de cette analyse, loin de là, mais sur les secteurs qu'elle régule plus particulièrement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un service d'analyse économique, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons des relations de plus en plus importantes avec l'autorité de la concurrence, avec laquelle je fais un peu de publicité. Nous faisons un colloque commun le mardi 12 décembre. Donc il y a cette action d'accompagnement. Je serai très rapide sur l'aspect plus répressif, parce que si nous ne sommes pas qu'un gendarme, nous sommes quand même un gendarme, et c'est la contrepartie de la responsabilisation des acteurs qui a été le fait majeur, en quelque sorte, du RGPD, que de devoir se soumettre naturellement à des amendes qui ont beaucoup grimpé avec la mise en œuvre du RGPD. Donc on a beaucoup accéléré sur le nombre des mesures répressives qu'on a prises, que ce soit des mises en demeure ou des sanctions. Elles ont largement plus que doublé en termes de nombre. On a aussi depuis peu, grâce à l'intervention des législateurs, des procédures de sanctions dites simplifiées qui permettent de cibler, entre guillemets, davantage des petits acteurs avec des petits montants de sanctions, mais pour pouvoir diffuser des bonnes pratiques. Et puis, moi, je suis très attachée à ce que chaque plainte reçoive une réponse. Et pour la première fois en 2022, alors qu'on a eu un doublement des plaintes chaque année depuis... enfin, en tout cas, qui a perduré chaque année depuis la mise en œuvre du RGPD, à ce que, pour la première fois en 2022, on a traité plus de plaintes qu'on en a reçu en faisant un certain nombre d'efforts. Et puis la CNIL doit s'ouvrir davantage vers l'extérieur. On a institué depuis 2 ans maintenant, par exemple, un Privacy Research Day qui nous a permis d'avoir des échanges avec des centaines et des centaines de chercheurs en matière de protection des données à l'international. On a créé un service de l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir beaucoup d'interactions avec les acteurs, soit déjà assez implantés ou émergents du secteur. Et puis, la CNIL fait partie de différents réseaux. Naturellement, le réseau européen, Roch-Olivier y faisait allusion par rapport au secteur de l'audiovisuel. Nous aussi, je crois qu'on a une des régulations les plus intégrées, peut-être, de l'ensemble des régulateurs, avec le Comité européen de la protection des données. On essaye d'avoir des analyses communes, par exemple de la directive e-privacy, puisque je m'adresse à une salle qui sait un peu ce qu'il y a derrière ces termes un peu abscons. Des réseaux francophones, des réseaux mondiaux des protections des données, d'un G7 de la protection des données dans lesquels on essaye d'être toujours très, très actif. Et enfin, et rapidement, sur des sujets que vous vivez tous les jours, en quelque sorte, sur l'évolution du marché publicitaire, comment le voit la CNIL ? La CNIL est parfaitement consciente, naturellement, de l'impact quasi sans précédent, je
pense, hein, de l'annonce de la suppression des cookies tiers à très brève échéance. Alors j'ai le pressentiment que, mais vous me direz si je me trompe, mais que la fin des cookies tiers ne veut pas dire la fin du suivi à des fins publicitaires des personnes, et donc probablement pas la fin des opérations de lecture et d'écriture, et donc probablement pas la fin de la régulation, en tout cas de l'application des principes qui ont inspiré la régulation sur les cookies et les autres traceurs, parce que c'était le terme de la recommandation qui a été publiée. Mais comme on promeut naturellement une approche de privacy by design, moi si j'ai un souhait à émettre ou à formuler, c'est que vraiment le secteur réfléchisse le plus possible à la promotion d'alternatives aux cookies tiers, de méthodes qui soient les moins intrusives possibles par rapport à la vie privée des personnes. Je pense par exemple à la publicité notamment dite contextuelle. Et c'est dans cet objectif d'ailleurs ou pour mieux appréhender ces sujets que la CNIL, via son service d'analyse économique, va réaliser une étude économique sur les modèles publicitaires alternatifs qui doit nous éclairer sur la soutenabilité justement de ces modèles dont j'espère qu'ils seront moins dépendants, si c'est possible, des données personnelles. Et je pense que cette étude sera très complémentaire d'ailleurs de celle que mène l'ARCOM avec la DGMIC, une direction importante du ministère de la Culture et de la Communication, qui concerne aussi, mais je parle sous le contrôle de Roch-Olivier Mestre, l'évolution du marché publicitaire et le financement des médias. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je me tourne à présent vers vous, Benoît Queuret, donc président de l'Autorité française de la concurrence, une autorité qui a été pionnière sur les sujets numériques parce que vous avez été saisi par les opérateurs d'un certain nombre de pratiques. Vous vous êtes auto-saisi aussi pour comprendre le fonctionnement de ce marché et vous n'avez de cesse, à raison de ces deux sources d'analyse, eh bien, de vous interroger, de contrôler et voire de sanctionner des comportements d'opérateurs qui, du fait de leur position de marché, eh bien, influencent peut-être un peu trop le fonctionnement concurrentiel du marché. Quel regard portez-vous sur l'action de l'autorité? Quel bilan et quelle perspective? Voilà, vous avez beaucoup évoqué les coopérations. L'autorité est très active dans la coopération internationale, donc dites-nous en plus. Oui, merci Maître et bonjour à tous. Alors l'autorité de la concurrence n'intervient pas que dans le numérique et l'autorité de la concurrence n'est pas un régulateur. Je n'osais pas le dire, mais je préfère que ça sorte de votre... On n'intervient pas que dans le numérique, donc certaines de nos décisions récentes portent sur les ambulanciers du Val d'Ariège, les pêcheurs de la Réunion ou le transport des chiens et des chats vers la Polynésie. Donc pour vous donner une idée du champ d'activité de l'autorité de la concurrence, et puis aussi porte sur des opérateurs beaucoup mieux connus dans le paysage industriel et économique français. Et puis on n'est pas un régulateur, puisque on n'est pas là pour écrire la régulation, on est là pour faire appliquer des textes qui sont ceux du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 et 102, hein, donc les ententes et les abus de position dominante, pour simplifier, et le code du commerce. Et donc on est d'abord un gendarme, mais pas seulement. Alors d'abord parce que le numérique s'est imposé dans les... non pas dans les dernières années, mais dans les 15 dernières années comme un thème central pour l'autorité de la concurrence. Et il demeure parmi les 3 priorités de l'autorité de la concurrence telles qu'on les a identifiées dans notre feuille de route, par exemple, pour 2023 et 2024. Les 2 autres étant la défense du pouvoir d'achat, donc à travers la grande distribution, l'énergie et d'autres sujets qui affectent le pouvoir d'achat des Français, et la transition climatique et l'adaptation du droit de la concurrence aux enjeux de la transition climatique. D'ailleurs, il peut y avoir des sujets qui sont à l'intersection de 2 de ces 3, voire des 3 priorités. Mais le numérique reste une très grande priorité pour nous, et on l'aborde à travers les différents instruments qui sont les nôtres, qui sont ceux de la sanction. Donc ça c'est le côté gendarme, qui sont ceux du contrôle des concentrations et qui sont ceux de notre rôle consultatif. Et là il y a vraiment une chaîne de valeur, de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire qu'en amont
on utilise notre pouvoir consultatif pour défricher, identifier des marchés qui vont devenir importants. On l'a fait dès le début des années 2010 dans la publicité en ligne, on l'a refait en 2019 dans la publicité en ligne et dans l'audiovisuel également. On l'a fait cette année, comme beaucoup d'entre vous le savent, sur le cloud. On l'a fait, on a publié hier un avis sur les transports terrestres de voyageurs qui n'est pas... Il y a beaucoup de brick and mortar, donc on parle des boîtiers KVB sur le réseau TGV, mais on parle aussi de l'interopérabilité, de l'accès aux données et de la biéthique et de la manière dont ça doit être pris en compte dans les appels d'offres des régions pour les TER. Donc vous voyez que le numérique est en train de diffuser à l'ensemble des secteurs dans notre économie et également est en train de diffuser à l'ensemble de notre pratique. Donc on utilise ces avis sur lesquels le gouvernement peut nous saisir, mais dont on peut aussi s'auto-saisir pour défricher, anticiper. On utilise le contrôle des concentrations pour éviter la constitution d'un pouvoir de marché excessif. Alors là, la vérité oblige à dire qu'on a eu assez peu de grands dossiers de concentration numérique, parce qu'ils vont spontanément plutôt à Bruxelles, ou à Londres aussi, ou ailleurs. Ça pourrait changer un peu à l'avenir, puisque là, on a une évolution du paysage juridique et une évolution des règles européennes ou de la pratique européenne qui va donner plus d'attention à des petites opérations, des petites acquisitions de grands opérateurs, à travers notamment, pour rentrer dans la technique juridique, l'utilisation de l'article 22 du règlement sur les concentrations qui permet aux autorités nationales de signaler à la Commission européenne des acquisitions, même petites, même sous les seuils, qui nous paraissent préoccupantes pour la concurrence. Le numérique est évidemment un champ d'application possible, voire privilégié pour cette méthode. Et également, grâce à une décision, ou du fait d'une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a décidé qui a confirmé qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait sanctionner une acquisition d'une petite entreprise par une entreprise dominante dans un secteur comme abus de position dominante, ce qui ne s'était pas fait depuis très longtemps. Bon. Alors, on va voir, et puis on en parlera aussi à la communauté des avocats et des entreprises, comment on utilise ces différents instruments, parce qu'on ne veut pas créer non plus une incertitude juridique généralisée pour les entreprises. Mais le fait est que ces instruments sont là, et donc il y aura plus d'attention aux petites acquisitions par des grandes plateformes, d'autant que le DMA nous y encourage, puisque l'article 14 du DMA impose la notification par les contrôleurs d'accès, les gatekeepers, à la Commission européenne de l'ensemble de leurs acquisitions. Donc on est vraiment dans cette logique de regarder de beaucoup plus près les logiques d'acquisition par les plateformes. Et puis, évidemment, en aval de ça, il y a la sanction, le contentieux, où différents instruments sont possibles. On est conscient de la critique qui nous est souvent adressée, y compris par des gens dans cette salle, sur le fait qu'on risque d'arriver après la bataille, compte tenu du temps de l'instruction. Alors, il y a quand même une raison à cela, qui est quand même la défense, le respect des droits de la défense et du dialogue contradictoire quand on sanctionne une entreprise. La Cour d'appel, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont très sensibles et on ne va pas se soustraire à ça. Donc, il faut le temps de bien instruire nos dossiers. Mais, donc tout ça est long, mais on a des manières d'aller plus vite, notamment à travers l'utilisation d'un instrument que l'autorité française est, je crois, la plus encline à utiliser en Europe, qui est les mesures conservatoires. Un instrument que la Commission européenne n'utilise quasiment jamais, enfin a utilisé une fois. Nous, on peut prononcer des mesures conservatoires, et depuis peu de temps, on peut même s'auto-saisir pour des mesures conservatoires, sans qu'il y ait de plainte, pour mettre fin à une situation qui porte un préjudice immédiat au secteur ou à l'économie. On l'a fait très récemment, avant l'été, dans le domaine de la publicité, dans le domaine de la vérification publicitaire, vis-à-vis de Meta, à la demande de Adlux, et on le refera sans hésitation si nécessaire. Donc on a cette gamme d'instruments qui nous permet d'intervenir de manière rapide. Je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes collègues sur la coopération entre autorités qui est essentielle. Au-delà des saisines formelles pour avis, nos équipes se parlent, je crois, vraiment tout le temps et travaillent ensemble sur des sujets comme les dark patterns, demain l'intelligence artificielle. Enfin voilà, on essaie de mettre en commun nos recherches là-dessus.
On est aussi très intégré au système européen, puisque chaque fois qu'on ouvre une enquête, on informe nos 26 autorités sœurs et la Commission européenne, et ensuite les rapporteurs se parlent. Et donc il y a un très grand échange de pratiques avec la Commission, où on a aussi envoyé des rapporteurs à la Commission européenne pour traiter des grands dossiers numériques, et avec les autorités des autres États membres. Toutes ces méthodes sont complémentaires. Je voudrais terminer là-dessus, parce que ça me paraît très important dans la méthode de régulation. Il n'y a pas de réponse unique à un dysfonctionnement ou une défaillance de marché ou des comportements donnés dans un secteur. La réponse va dépendre du type de comportement et du secteur. Et donc, il y a complémentarité entre la régulation et le droit de la concurrence et le contentieux de droit de la concurrence. Au sein de celui-ci, il y a plusieurs instruments qu'on peut choisir. Il y a un acteur qui n'est pas sur cette estrade, mais qui est un interlocuteur important pour nous, qui est la DGCCRF, qui peut sanctionner évidemment des pratiques, y compris dans le numérique, comme en tant que pratique restrictive de concurrence ou pratique commerciale dommageable. Et un très bon exemple de cette complémentarité de méthode est donné par notre avis sur le cloud qu'on a rendu avant l'été, où on constate de graves risques pour la concurrence dans le secteur du cloud compte tenu de sa concentration. Mais les réponses peuvent être multiples. Il y a des questions qui tiennent à la forme des contrats, au droit des contrats, qui peuvent être réglées par le droit commercial ou par le droit de la consommation. Il y a des questions qui pourraient être caractérisées de levier, d'abus de position dominante, qui pourraient être traitées par le droit de la concurrence. Il y a des défaillances de marché qui ne peuvent pas être traitées par le droit de la concurrence et qui relèvent de la régulation. Donc typiquement, tout ce qui relève de l'interopérabilité ou de l'équivalence fonctionnelle, qui va se retrouver dans le Data Act et qui se retrouve déjà dans la loi SREN. Et donc, on a une complémentarité d'instruments, et c'est d'autant plus important pour nous, avec le gouvernement, avec certains autres acteurs, de discuter de la complémentarité de ces instruments. Merci beaucoup, Benoît Queré. Vous me donnez là encore une transition idéale pour le deuxième temps de cette table ronde, consacrée donc à l'année 2023 et à l'avenir. Vous l'avez dit, donc plusieurs textes sont entrés en vigueur ou ont été adoptés cette année, DMA, DSA, Data Act, l'IA Act ne saurait tarder. Tout ça, ce sont des textes au niveau européen. Il y a évidemment la loi de transposition, on va l'appeler comme ça, qui est en cours d'examen à l'Assemblée. Ces instruments vous alimentent tous, chacun de manière tout à fait différente. Je vais commencer peut-être par l'ARCOM, qui donc est pressenti pour être le coordinateur français pour les services numériques. Donc peut-être, Roch-Olivier Mess, pourriez-vous un peu nous éclairer sur ce rôle de coordinateur des services numériques de l'ARCOM? Alors peut-être un mot pour évoquer cette régulation européenne qui est une première mondiale. C'est une tentative, la première de niveau continental, pour essayer d'inventer un modèle de régulation des grands acteurs du numérique qui soit d'un côté respectueux des valeurs du continent, celles qui sont au cœur du modèle européen, donc les valeurs de liberté, liberté de communication, liberté d'expression, et qui en même temps s'attache à mieux répondre aux préoccupations des opinions publiques en termes de protection. Donc c'est une tentative qui n'est pas le modèle chinois, qui n'est pas le modèle ultralibéral qui prévaut par ailleurs, mais c'est une tierce voie, une voie d'équilibre, à l'instar de celle que nous pratiquons dans la régulation audiovisuelle, d'équilibre entre liberté et protection. C'est un texte qui a vu le jour avec une impulsion française particulière, notamment au moment de la présidence française de l'Union, où la France a joué un rôle très, très pionnier. Et c'est un texte qui rentre dans sa mise en œuvre de façon phasée, depuis le 25 août pour les très grandes plateformes et grands moteurs de recherche, donc les 19 qui ont été identifiés par la Commission européenne, et qui pour les autres plateformes, donc celles qui ont moins de 45 millions d'utilisateurs au niveau de l'Union, rentrera en vigueur le 17 février prochain. C'est une régulation d'un nouveau type. C'est une régulation qui est par nature très différente de celle qui prévaut pour l'audiovisuel.
L'audiovisuel, on a ce même modèle, je disais de liberté d'un côté et de protection des publics de l'autre, mais le monde audiovisuel, d'une certaine façon, est un monde fini. On est encore en capacité de contrôler, de regarder chaque programme de télévision, chaque programme de radio, et si on est amené à constater un manquement à une obligation de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, le régulateur est en situation d'intervenir pour réguler ce qu'il observe. C'est ce que nous pratiquons encore quotidiennement. Quotidiennement, quand même, j'exagère un peu, parce que Cyril Hanouna, c'est pas tous les jours quand même, mais ça arrive quand même de temps à autre. Cette régulation pour les acteurs du numérique, c'est quand même très différent, puisque ce sont des centaines de millions de contenus qui sont brassés chaque seconde, avec une viralité mondiale considérable. Et donc le modèle qui est inventé par ce texte est d'une autre nature. Il fixe un objectif politique à ces acteurs, qui est de dire, dans mon espace, vous ne pouvez pas, vous devez déployer des moyens pour lutter contre les contenus illicites, ce qui est, comme Thierry Breton le dit, ce qui est illicite dans la vie réelle doit être également proscrit dans cet univers numérique. Et comme je ne peux pas aller vers un contrôle de contenu individuel, qui serait totalement vain, même si l'ARCOM voyait ses effectifs démultipliés, bien évidemment, elle ne pourrait pas courir après chaque contenu. On fixe des obligations de moyens à ces acteurs pour atteindre ces objectifs sous le contrôle d'une autorité de régulation, avec une gouvernance qui est très originale, puisqu'elle met la Commission européenne en première ligne dans ce dispositif. Et la Commission va devoir porter ce risque. Elle commence à le porter d'ores et déjà, puisqu'elle est au centre, elle est particulièrement exposée dans ce dispositif, en liaison avec une autorité nationale désignée par chaque pays, donc ce qu'on appelle les DSC, les Digital Services Coordinator, et l'ARCOM ayant vocation à l'être en liaison avec la CNIL, puisque la CNIL est concernée par ce texte au même titre que la DGCCRF. On est aujourd'hui dans une phase d'entre-deux. D'abord, d'entre-deux parce que peu de nations membres de l'Union ont désigné leur DSC. Pour la France, vous l'avez évoqué, donc le texte est en cours d'examen encore par le Parlement. Il a fait l'objet de notification à Bruxelles. On va voir ce que Bruxelles dira du projet de loi qui a été voté à l'Assemblée déjà et au Sénat avant l'été. Donc il faudra, à l'issue de ce retour, qu'il y ait une commission mixte paritaire et qu'il soit ensuite adopté, promulgué, éventuellement avec une saisine du Conseil constitutionnel qui n'est pas impossible au regard de différentes dispositions du texte. Donc, mais néanmoins, la Commission européenne est d'ores et déjà très entreprenante sur le sujet parce qu'il y a une actualité, j'allais dire, de chaque instant. Et les événements du Proche-Orient sont bien évidemment une occasion première. Thierry Breton s'est souvent exprimé là-dessus et vous savez que la Commission a déjà ouvert des procédures d'enquête qui l'amènent à anticiper sur ce que sera le déploiement de la gouvernance à venir. Donc il y a d'ores et déjà une association des futurs DSC, même s'ils ne sont pas formellement désignés sous forme de groupe de travail et de collaboration avec la Commission européenne. J'ai moi-même signé peu de temps une convention avec la Commission pour fixer nos règles de communication et de transfert d'informations. Il y a des systèmes d'information qui vont se mettre en place pour assurer la fluidité de la circulation des dispositifs entre les uns et les autres. Et puis, on amorce le déploiement de chacun des outils qui sont en place dans ce règlement. Donc, les évaluations que chacune des plateformes vont devoir faire des risques systémiques auxquels leurs utilisateurs sont exposés. Les procédures d'audit de ces évaluations qui devront s'exercer annuellement, la désignation des signaleurs de confiance, puisque c'est une régulation qui associe la société civile de façon très, très active, les contenus signalés par les signaleurs de confiance ayant vocation à être traités de façon prioritaire par les plateformes, la problématique de l'accès aux données des chercheurs, qui est un volet très important de cette régulation, c'est l'article 40 du texte, et l'ARCOM, là aussi, est en anticipation là-dessus. On a organisé il y a encore très peu de jours une journée d'études associant le monde académique et le monde des chercheurs pour évoquer ces données, et donc commencer à se mettre en place, en ordre de marche, pour mener à bien cette régulation. Je souligne quelques points d'interrogation à ce stade. Je ne serai pas guère plus long.
Un premier risque qui n'est pas négligeable, c'est que cette régulation, elle est de niveau européen, mais les préoccupations à l'égard de ce texte sont très nationales. Et on voit bien, y compris dans le projet de loi qu'on a évoqué tout à l'heure, la tentation très forte des États de continuer à légiférer sur ces sujets-là. Et la Commission européenne a commencé à faire des gros yeux sur ce texte, avec le risque de législation orthogonale entre les textes européens et les textes nationaux. Vous voulez m'interrompre? Non, mais je suis forcée, pardonnez-moi, je fais le gendarme de la table ronde. Voilà, exactement, le régulateur de la table ronde. Et je voulais me tourner vers vos camarades, notamment la CNIL. Alors, sur le terrain de la privacy, on voit bien, je pense au DMA par exemple, que le DMA prévoit un certain nombre d'obligations qui réservent toujours une place particulière à l'individu et à ses données, au consentement, le cas échéant, obtenu par des plateformes pour refuser ou limiter l'accès aux données, je dirais aux éditeurs, aux annonceurs, aux agences qui sont les destinataires du DMA. Comment voyez-vous la mise en œuvre de ce texte qui, là encore, est centralisé au niveau de la Commission européenne, mais qui trouve évidemment un écho très particulier dans chaque pays membre de l'UE? En tout cas, au-delà même du DMA, et j'étais à Bruxelles lundi d'ailleurs pour représenter le CEPD auprès d'une instance qui, au sein de la Commission, se préoccupait de l'articulation du DMA justement avec d'autres régulateurs, et notamment les CNIL. On aura l'occasion d'y revenir dans ce fameux colloque pour lequel je refais de la publicité non ciblée. Voilà. Mais d'une façon plus générale, sur l'ensemble des textes DMA, DSA, Digital Governance Act aussi, qui vient de rentrer en vigueur il y a 2 mois. La CNIL partage les préoccupations du législateur européen, notamment en ce qu'elle concerne une plus grande circulation et un plus grand partage des données. On oppose trop souvent, je trouve, la protection des données et la circulation ou le partage des données, alors même que le RGPD, finalement, vise aussi à éviter des divergences d'interprétation et à favoriser la circulation de la donnée au sein d'un marché unique. Et le DGA, par exemple, est un texte qui crée un cadre protecteur pour l'utilisation économique de la donnée et pour sa valorisation, et pour lesquels, d'ailleurs, et l'ARCEP et la CNIL ont des compétences et la nécessité de s'articuler. Par ailleurs, et ça rejoint un peu plus la préoccupation que vous évoquez avec le DMA, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces textes européens, c'est la volonté de responsabiliser les plateformes et de corriger des déséquilibres de marché. Et de ce point de vue, le droit de la protection des données, le droit de la concurrence, le droit des consommateurs sont des domaines qui sont, à mon sens, inextricablement liés dans une économie où les plateformes numériques ont un rôle très important à jouer. Et je rejoins tout à fait ce que disait Benoît Cœuré au début de notre échange. Je pense que dans les 3 domaines que j'ai cités, ce sont des relations de complémentarité qui doivent prévaloir, que l'on doit développer, et non pas des frictions. Et je pense que c'est une vision qui nous renforce en tant que régulateurs, en réalité, face aux grands acteurs du numérique. Donc la coopération entre les acteurs qui sont autour de ce canapé, si j'ose dire, et d'autres, parce que comme là, ça a été très justement dit aussi, il y a des administrations maintenant qui ont un rôle important en matière de régulation du numérique. La DGCCRF a été citée, il y a le pôle d'expertise de régulation numérique de l'État, le PRN et d'autres. Il y a une multiplicité d'acteurs, donc une nécessité de coopérer encore davantage, et c'est très sain ainsi, parce qu'il ne peut pas y avoir un seul régulateur du numérique, si on veut appréhender en tout cas tous les enjeux dans ces différentes facettes. Et je ne vais pas revenir sur les échanges de coopération, je l'ai déjà évoqué pour la DLC, pour l'ARCOM, Roch-Olivier l'a évoqué, mais on a beaucoup de sujets communs sur la protection des mineurs qui nous occupent beaucoup, sur la publicité également, naturellement, et avec l'ARCEP, on a travaillé ensemble sur les assistants vocaux, sur l'environnement, sur des sujets qui concernent les télécoms, et la loi SREN, quand elle sera adoptée, mais je me dépêche, oui, je suis désolée, sera l'occasion aussi de renforcer encore cette coopération. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Benoît Cœuré qui va devoir nous quitter
publié dans assez peu de temps. Donc, si vous me permettez ce petit écart dans le programme, Monsieur Queré, j'aurais aimé vous entendre sur l'articulation de DMA concurrence, évidemment, qui est le texte qui vous concerne le plus, et sur les perspectives d'avenir, les perspectives que vous voyez. Alors, évidemment, nous avons tous à l'esprit l'intelligence artificielle. Le défrichage, l'exercice de défrichage est-il envisagé, par exemple, par l'autorité de la concurrence dans ce domaine? Il y a beaucoup de choses que nous ignorons tous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'avenir dans la DMA et enfin voilà, articulation concurrence et régulation DMA et les sujets d'avenir? Alors, pour répondre à ces questions, il faudrait qu'on reste ensemble jusqu'à ce soir. Donc, j'espère qu'il y a des plateaux repas, voilà, notamment la partie intelligence artificielle. Brièvement, notre actualité, c'est évidemment celle de la préparation du DMA, avec toujours la loi SREN, dont on parle beaucoup sur cette table ronde, qui nous habilitera à mener des enquêtes au titre du DMA ou à assister la commission dans des enquêtes au titre du DMA. Je voudrais dire que le DMA est déjà là. La commission est dans sa phase de désignation des plateformes et des services de plateformes essentiels, je crois qu'on dit comme ça en français, des SPE. Voilà. Tout à fait. Mais pour nous, le DMA est déjà là. J'ai mentionné tout à l'heure les mesures conservatoires contre Meta dans la vérification publicitaire. C'est des mesures conservatoires, donc on ne décide pas au fond. Ça fonctionne sous forme d'injonction à Meta. Et après, il va y avoir une décision au fond. Cette décision sera prise à un moment où le DMA sera là. Et que ce soit, supposons par exemple que ce soit des engagements de Meta, c'est un scénario théorique, cette discussion n'a pas eu lieu. Ces engagements de Meta devront évidemment être compliant avec le DMA. Et donc on a dû intégrer ça et on a discuté beaucoup avec la Commission dans notre rédaction des mesures conservatoires. Pour donner un autre exemple, chez notre voisin allemand, nos collègues allemands du Bundeskartellamt ont pris une décision le 5 octobre contre Google sur les données de Google. Mais sur une gamme de services qui va au-delà des services de plateformes essentielles qui sont identifiés par le DMA. Il y a 25 services qui ne sont pas dans le DMA. Donc il y a dû y avoir un dialogue étroit entre le Kartellamt et la Commission pour que l'intersection soit compliant avec le DMA et que tout ça fasse sens. Donc c'est déjà dans notre vie quotidienne. Mais pendant le déploiement du DMA, pendant les travaux, la boutique reste ouverte, voilà le message, et on continue à enquêter, on continuera à sanctionner, et le droit de la concurrence va rester. Pourquoi? Parce que le DMA ne désigne que certains acteurs, que certains services, et donc tout ce qui n'est pas dans le DMA, ça reste du domaine du droit de la concurrence, et on va continuer à défricher des pratiques ou à aller chercher des acteurs qui ne sont pas dans le DMA. Peut-être qu'un jour le DMA les rattrapera, mais c'est comme ça finalement que le DMA a été construit. Le DMA, c'est la codification de 15 ans de pratique des autorités de concurrence. Une fois qu'une pratique a été vue, identifiée, sanctionnée, parfois de multiples reprises, confirmée par les cours d'appel et les cours européennes, on sait que c'est mal. Voilà. Et donc, on l'interdit ex ante dans le DMA. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, cette démarche va continuer. Il va y avoir une sorte d'interaction entre le droit de la concurrence et le DMA. Et il y aura, je crois, vraiment un choix stratégique à faire par la prochaine commission et en discussion avec nous, pour savoir si on veut plutôt mettre tous nos œufs dans le même panier, qui est celui du DMA, et avoir une approche très proactive de l'adaptation du DMA à de nouvelles pratiques. Je pense aux services de cloud pour lesquels aujourd'hui il n'est pas prévu de les mettre dans le DMA. Ça pourrait venir, mais plus tard. Encore plus à l'intelligence artificielle, qui va venir très vite. Donc, est-ce qu'on veut avoir un DMA très adaptable, mais au risque de faire de la régulation dans des domaines qui sont en train de bouger autour de nous et sous nos pieds, et peut-être de faire de la mauvaise régulation si on va trop vite? Ou est-ce qu'on veut continuer à donner un rôle actif à l'antitrust, mais à condition que celui-ci soit lui-même réactif et puisse réagir vite? Voilà. Ça, c'est une grande discussion qu'on aura, je pense, avec la prochaine commission pour nos choix stratégiques des prochaines années. Alors, sur l'intelligence artificielle, je crois que l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, ça illustre tout ce qu'on a dit sur la complémentarité des différents instruments.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle entre autorités de concurrence. J'étais il y a 3 semaines à un G7 de la concurrence. On a passé les 2/3 de notre temps à parler de ça, à parler avec le département de la justice, la FTC, les collègues allemands, italiens, etc. Qu'est-ce qui nous soucie potentiellement dans l'intelligence artificielle? C'est le fait que c'est une innovation de rupture qui arrive alors que des acteurs sont déjà très dominants. Normalement, les innovations de rupture, c'est bon pour la concurrence. Mais là, il y a un risque de capture par des acteurs qui sont déjà très dominants, d'autant que pour concevoir et déployer des services d'intelligence artificielle, il faut quoi? Il faut des données et de la puissance de calcul, et on sait où sont les données, on sait où est la puissance de calcul. Elle est beaucoup dans les mains d'acteurs dont certains sont dominants sur leur marché et qui ont malheureusement une expérience reconnue de comportement anticoncurrentiel. Voilà. Donc il y a des raisons d'être inquiet. Et on risque de voir dans ce domaine tout le catalogue des pratiques anticoncurrentielles qu'on a vu dans le numérique généralement, c'est-à-dire la vente liée, la vente groupée, les obstacles à l'accès aux données, les effets congloméraux, etc., etc. et l'autopréférence. Donc tout ça, ça peut arriver très vite. Donc l'intelligence artificielle a le potentiel de devenir un peu le musée des horreurs de l'antitrust si on ne fait rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. L'intelligence artificielle, elle se fera, elle sera formidable pour notre économie, je n'ai pas de doute là-dessus, mais il faut faire attention. Donc, ces comportements, on va les regarder de très près. On recommence à regarder de près la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Il ne vous a sans doute pas échappé qu'on a communiqué, que le rapporteur général de l'autorité a communiqué sur le fait qu'il y avait eu des opérations de visite et saisie, c'est-à-dire des perquisitions chez un grand acteur de la carte graphique. Donc là, on parle de la chaîne de valeur amont, si on veut, de l'intelligence artificielle. Donc on regarde déjà. Et un autre sujet qui intéresse les autorités de concurrence, c'est les politiques d'acquisition. On a vu la participation de Microsoft dans OpenAI, bien entendu, de Google et AWS dans Anthropic. C'est des participations minoritaires, mais voilà, la question se pose de savoir le type de contrôle que ça peut donner et la manière dont ça peut renforcer la puissance de marché de ces grands acteurs. Alors, si je voulais plaisanter, je pourrais dire que ce qu'on a vu au cours des derniers jours prouve qu'on peut avoir une participation sans avoir forcément une influence dominante. En tout cas pérenne. Voilà. Mais ça n'est qu'un épisode et on sera très attentif par la suite en utilisant la gamme d'instruments dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis sûre que l'aval suivra, si j'en crois les préoccupations des acteurs dans la salle, mais tout cela est bien entendu. Je me tourne vers vous, Laure de la Rodière, et merci. Merci beaucoup. Ah, vous partez ensemble? On a une représentation aussi où on est attendu à la cour d'appel, en fait. Donc, voilà. Et donc, voilà. Alors, je vous pose la même question en quelques mots pour l'ARCEP. Alors, il y a un point que je voulais soulever par rapport à... On récupère en fait tous de nouvelles compétences avec le DMA, le DSA, le Data Governance Act, le Data Act, l'IA Act, toute cette foultitude de textes européens qui visent en fait à passer de l'autorégulation du numérique qu'on connaissait avant, en dehors du RGPD, je dirais, à une régulation du numérique qui se pose et qui est nécessaire, étant donné toutes les pratiques qu'on a vues, qu'elles soient sociétales ou qu'elles soient anticoncurrentielles. Dans ce cadre-là, il y a certains textes qui posent des principes de régulation ex-ante, technico-économique, qui est vraiment ce qu'on sait faire à l'ARCEP et ce qu'on a toujours fait. Et donc la loi SREN nous confie notamment l'encadrement en fait, des services cloud, qui se banalise, dont l'usage se banalise et se généralise, et qui est concentré, comme l'a rappelé Benoît Cœuré, aux mains de quelques acteurs qui ont des pratiques qui sont plus que disputables parce que, en tout cas, elles freinent la migration vers de nouveaux acteurs. Donc on va voir sur ce sujet-là à travailler sur les barrières tarifaires qui sont mises par certains acteurs, et notamment d'encadrer les frais de transfert de données et les frais de migration d'un service cloud, d'un opérateur cloud vers un autre opérateur cloud, ce qui nécessite... En fait, la façon dont on fonctionne, nous, à l'ARCEP, de façon traditionnelle, on va utiliser le moyen, c'est se concerter avec l'ensemble des acteurs, dialoguer avec l'ensemble des acteurs du cloud, qu'ils soient américains ou qu'ils soient
français ou européen, de comprendre bien quelles sont les pratiques, quelles sont les données du marché, quels sont les coûts auxquels ils sont face pour permettre l'encadrement tarifaire des frais de migration et des frais de transfert de données. Et puis on a une autre mission qui nous est confiée, qui est de regarder plutôt des normes techniques et des standards techniques permettant l'interopérabilité et permettant la portabilité aussi d'un opérateur à l'autre. Alors je voudrais vous rassurer parce que le marché il doit être européen et on est tous attachés à un marché numérique européen et une concertation de l'ensemble des régulateurs au niveau européen par des textes qui sont européens, et donc on ne va pas bâtir des normes franco-françaises. En revanche, on a un intérêt économique à regarder en avance ça, et c'est pour ça que je trouve que le projet SREN est intéressant sur ce sujet-là, parce que parmi les 4 opérateurs de cloud significatifs en Europe, qui sont des petits par rapport aux 3 autres que sont Amazon Web Services, Meta et Google, mais parmi ces 4 significatifs en Europe, il y en a 3 qui sont français. OVH, Scaleway et Outscale. Et donc il y a un intérêt quand même à essayer de bien comprendre ce qui pousse comme message pour essayer aussi de pousser auprès des autres régulateurs européens et auprès de la Commission européenne ces normes. Un mot sur l'IA, pour dire qu'on s'y intéresse aussi sur les pratiques anticoncurrentielles qu'a noté Benoît Curé. Je ne reviendrai pas parce que c'est d'abord le rôle de l'autorité de la concurrence de le faire, mais on regarde aussi ça sur 2 autres enjeux. Un, la neutralité d'Internet, parce que ça devient une infrastructure essentielle d'accès à Internet maintenant, l'IA, progressivement, et qu'on doit regarder dans quelle mesure ça représente aussi une atteinte à la liberté de choix de l'utilisateur d'avoir accès à tout le contenu qui est sur Internet, ou est-ce qu'il y a des discriminations qui sont mises en place par les IA. Donc il y a un enjeu de neutralité d'Internet. Et deuxième enjeu non négligeable non plus, qui est une compétence qu'on développe depuis 2019 environ, qui est la mesure de l'impact environnemental du numérique. Or, aujourd'hui, le secteur du numérique, ça représente déjà 10% de la consommation d'énergie. Si on ne fait rien à croissance des usages équivalents à ceux d'aujourd'hui, la consommation d'énergie va doubler d'ici 2050 pour le secteur du numérique. Or, l'IA et les modèles de fondation en particulier demandent une énorme puissance de calcul. Et ça rejoint l'enquête que vous venez auprès d'un acteur de carte graphique spécialisé dans l'IA. Mais surtout, ça consomme aussi, ça va augmenter considérablement aussi l'impact environnemental du numérique. Et donc, c'est un enjeu aussi de régulation par rapport à cet objectif qu'on porte à l'ARCEP. Voilà. Et nous vous prions de nous excuser. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Madame Denis, vous voulez peut-être on se rapproche. Alors vous aurez les mots de la fin, je dirais. Donc Roch-Olivier Mestre, s'agissant de l'avenir justement, alors vos collègues viennent d'évoquer l'intelligence artificielle. Il y a un enjeu évidemment majeur pour les sujets que l'ARCOM suit sur ce terrain-là. Quelles sont vos perspectives? Quel est le rôle que vous pensez que l'ARCOM pourrait avoir à cet égard, s'agissant de la responsabilisation, par exemple, des utilisateurs de l'IA et d'autres évolutions éventuelles? Alors, bon, c'est bien évidemment un secteur auquel on s'intéresse. On a un petit groupe de travail interne à l'ARCOM qui travaille sur ce sujet, comme dans chacune de nos autorités. L'impact pour le secteur, on le voit bien, est assez évident. Sur le secteur de la création, on voit bien, qui est un des volets très importants de notre régulation, on voit bien tout l'apport, mais aussi toutes les interrogations que l'intelligence artificielle peut soulever en termes de protection du droit d'auteur, protection des droits voisins. Donc là, il y a un sujet qui est assez central. Pour tout le secteur de l'information, c'est une question qui va bien sûr être évoquée dans le cadre des États généraux de l'information. On voit bien là aussi et l'apport et les risques qui peuvent s'attacher à ces outils. Et c'est pour nous, au titre de notre régulation, un volet très important, puisque les sujets de désinformation, de manipulation de l'information sont très centraux aujourd'hui. Donc c'est des outils qui, d'un côté, peuvent être des instruments
de progrès, mais on voit bien aussi que ça peut être des instruments. On va rentrer dans une période électorale à laquelle on est en train de travailler, de préparer les échéances des élections européennes à venir. On sent, on pressent d'ores et déjà les menaces qui peuvent peser en termes d'intrusion par l'intermédiaire de ces outils. Donc c'est un autre thème sur lequel il faut naturellement être vigilant, mais en ayant quand même une appréhension positive. On voit bien, on avait dans la journée d'études que j'évoquais récemment, qui s'est tenue la semaine dernière, on avait un échange avec Yann Lequin, qui s'occupe de l'intelligence artificielle chez Meta, qui expliquait combien en 5 ans, ces outils d'intelligence artificielle ont permis de faire de progrès pour lutter contre les contenus haineux sur les plateformes qui relèvent de ce groupe. L'intelligence artificielle, je crois que c'est les ordres de grandeur qu'il nous a donnés il y a 5 ans, pouvait éliminer en amont 20 à 25% de ces contenus. Aujourd'hui, on est au-delà de 95% de contenus qu'on ne voit pas apparaître sur les plateformes. Donc la question de la régulation de la haine en ligne reste centrale et c'est l'un des objets du DSA. Mais on voit bien aussi les instruments de progrès que peuvent constituer ces outils d'intelligence artificielle. Donc voilà, pour nous, c'est un élément qui est tout à fait central. Je voulais terminer quand même sur le DSA pour dire que même si on est encore dans une phase de transition, l'heure de vérité, en réalité, va sonner très vite. Est-ce que X est conforme aujourd'hui au DSA ou pas? Bon, les procédures d'enquête sont en cours, sont ouvertes. Est-ce que TikTok répond oui ou non aux obligations du DSA? Cette heure de réponse va devoir venir nécessairement très vite parce que c'est toute la crédibilité même de ce texte et sa portée jurisprudentielle au-delà du continent européen qui est en jeu. Pour ma part, j'ai plutôt un regard confiant à la lumière des échanges qu'on peut avoir avec tous ces acteurs depuis 5 ans, puisque on dialogue avec eux depuis la loi de 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, et on voit aussi les éléments de progrès. J'évoquais les processus électoraux. Les processus électoraux 2022 en France, présidentielle et législative, l'action des plateformes pour lutter contre la manipulation de l'information en période électorale, elle peut être très efficace. Elle en a fait la démonstration dans cette période. Donc ne voyons pas que les aspects négatifs de ces sujets et ce nouveau cadre de régulation doit être pour nous un motif d'espérance. En tout cas, nous, on se met dans la configuration, bien évidemment, de jouer le jeu le plus positif pour son déploiement. Entendu, merci beaucoup. Marie-Laure Denis, il vous appartient donc d'avoir le mot de la fin. La CNIL est extrêmement active sur le terrain de l'intelligence artificielle. Je vous laisse donc nous dire ce que vous faites, ce que vous envisagez, vous et vos homologues européens sur le sujet. Merci beaucoup, Maître. Donc, je ne reviendrai pas sur les opportunités, les risques de ces technologies très transformatives ou sur l'enthousiasme et la défiance qu'elles peuvent susciter, mais chacun comprend qu'il y a une adhérence très très forte entre l'exploitation des données et le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Et dans ces données, il y a naturellement beaucoup de données personnelles. Donc l'ambition de la CNIL, en veillant vraiment à faire en sorte de ne pas brider l'innovation et l'émergence potentielle d'acteurs français et européens dans ce domaine, cherche vraiment à diffuser en temps réel, en quelque sorte, les bonnes pratiques. Ce que vous évoquiez au début de notre échange, le règlement sur l'intelligence artificielle, il va certainement y avoir des avancées très prochaines sur le sujet, mais en tout état de cause, ce règlement ne sera pas en vigueur avant 2026, vraisemblablement. Et donc, c'est maintenant aussi que se joue une partie des bonnes pratiques. Donc, la CNIL a déjà mis en consultation publique des recommandations sur l'entraînement, l'apprentissage des bases de données et d'autres fiches suivront sur le sujet. Et puis par ailleurs, nous développons beaucoup nos actions d'accompagnement. Là, par exemple, on a lancé un appel à candidature. On a eu beaucoup de projets du service public, de direction d'administration centrale, de grandes entreprises publiques, de collectivités locales qui souhaitent qu'on les accompagne dans leurs projets innovants qui utilisent l'intelligence artificielle. On va ainsi accompagner pendant plusieurs mois, entre autres, 4 projets. La métropole de Nantes qui veut optimiser l'utilisation d'eau, donc dans une perspective écologique. La RATP en ce qui concerne l'utilisation de
vidéosurveillance qui soit privacy by design, comme on dit dans notre jargon, Pôle emploi, avec de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours qui sont proposés aux demandeurs d'emploi, ou la Direction nationale du numérique, la DINUM, enfin interministérielle, pour ce qui concerne des robots conversationnels. Et par ailleurs, on accompagne non pas des projets, mais aussi des entreprises qui utilisent de l'IA, et je pense notamment, mais on les accompagne sur des mois en ayant des actions de formation, de sensibilisation de leurs équipes, d'échanges avec elles, d'audit de leur système d'information. Par exemple, une entreprise comme Hugging Face, qui, comme son nom ne l'indique pas, est quand même une entreprise française, voilà, et en open source sur de l'IA. Et naturellement, vous l'avez évoqué dans votre question, c'est très important pour nous, sur ces sujets, d'avoir une approche cohérente au niveau européen avec nos homologues. Et il y a d'ailleurs une task force sur un certain nombre de plaintes, notamment qu'on a déjà tous reçues sur ChatGPT ou d'autres, pour avoir une approche convergente. Voilà. Donc la philosophie de la CNIL, c'est vraiment essayer de promouvoir une innovation qui soit respectueuse de nos valeurs. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, nous terminerons sur ces derniers mots. Merci, merci d'avoir été là. Merci de vos témoignages et vos éclairages. Et merci l'Alliance pour cette table ronde.